Alors Gérard, tu nous disais tout à l'heure que tu te considérais comme un ufologue à la retraite. Oui, Est-ce que tu peux préciser ce eh concept? bien, autrefois, lorsque j'exerçais mon métier, si on peut dire, d'ufologue euh, actif, hein, je faisais continuellement des choses. C'est-à-dire, je réalisais une revue, à un moment, je réalisais des revues, à un moment, on a fait des tournées de conférences, à un moment, on a organisé, après, j'ai organisé donc, les repas ufologiques, hein, et donc, continuellement, j'étais en activité afin de déjà faire connaître le phénomène OVNI, de mettre à la disposition des supports pour justement diffuser l'information relative au dossier OVNI, mais ce qui n'oblige pas que, entre-temps, j'ai commencé par apprendre l'ufologie en faisant des enquêtes sur le terrain, ce qui est principal, et en terminant d'ailleurs par des enquêtes que j'ai faites à l'étranger, donc au Maroc, sur des cas qui ont été portés à ma connaissance, des cas intéressants. Parce qu'il y a des cas, il y en a des centaines, il y en a des milliers, et il y avait des cas qui sont plus intéressants, qui méritent d'être relatés et conservés, disons, pour l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait sur un certain nombre de cas, lorsque j'étais au Maroc. Et là, c'était ma partie active de l'ufologie. J'ai fait beaucoup, j'ai continuellement fait des activités sur ce dossier. Donc, ça représente 50 ans d'histoire. Là. Vous avez commencé en quelle année? J'ai commencé vers l'âge de 16 ans. Donc, je prenais ma mobilette, j'étais à 70 km de Paris, ma mobilette pour récupérer, aller prendre un train à 30 km qui m'emmenait à Paris. Et j'allais aux réunions d'une des plus vieilles associations, oui, presque la plus vieille association qui s'intéressait au phénomène ovni. Il s'appelait donc le GEPA, à l'époque dirigé par Francine et René Fleuret. Et donc, j'ai commencé comme cela à apprendre ce qu'était que l'ufologie. Et ensuite, en organisant avec des membres des membres du GEPA, donc des gens qui participaient aux soirées à Paris, en organisant des nuits d'observation et notamment des camps d'observation qui sont déroulés une année sur la Côte d'Azur, au-dessus de Nice, au Mont Baouz des Blancs, c'est à côté de Vence. Voilà, donc c'était les débuts de l'ufologie. J'avais 16 ans, 17 ans, on prenait le train pour aller à Nice, on embarquait une vieille mobilette, on a traîné la majorité du temps. Donc c'était vraiment des histoires mémorables, quoi. Et dans Lumière dans la nuit, vous y avez été correspondant aussi? J'étais correspondant Lumière dans la nuit en parallèle à ces moments-là, je l'ai connu également. Et j'ai été cercle Lumière dans la nuit par la suite, etc. Donc j'ai participé aux activités de Lumière dans la nuit durant un certain nombre d'années. Oui, D'accord. Et oui. votre profession de base? Ma profession de base, j'étais, avant de partir à la retraite, j'étais directeur des services comptables dans une société. Une Voilà. société de tournée vers C'est sur les télécoms. D'accord. Voilà, Et, télécoms, et le alors, téléphone mobile et tout ça. sur Nice, vous avez eu l'occasion d'aller au col de Vence? Oui, je suis allé au col de Vence Vous avez observé des également. Je ne choses? sais. Personnellement, j'ai observé un phénomène qui est, je dirais, anormal, puisque nous étions tous réunis avec, je crois, il y avait Pierre Bec et toute son équipe au col de Vence, et nous étions à une dizaine de mètres des voitures. Et tout d'un coup, ma voiture, alors qu'il n'y avait personne dedans, s'est mise à clignoter. D'accord. Alors c'est un phénomène électrique hein, qui s'est produit à ce moment-là, qui a fait allumer mes feux de position, tous les phares du véhicule, alors qu'il n'y avait personne sur place. D'accord. Personne à l'intérieur et on ne peut pas expliquer. Hein. Donc C'est c'est un des le. phénomènes du col de Vence. Ouais. Évidemment, il y en a eu bien d'autres, hein, l'apparition d'objets divers. Mais vous n'avez pas été témoin d'autres choses. Non, j'ai pas été témoin au col de Vence. Non, j'ai pas été témoin au col de Vence, D'accord. ni d'ailleurs au cours de ma vie. Non, j'ai jamais vu d'ovnis, d'objets à basse altitude ou à terre, etc. De choses non identifiables. J'ai jamais eu l'occasion d'en D'accord. voir. Donc vous n'avez pas eu ce privilège d'être un témoin direct. Ouais, exactement. J'ai jamais eu l'occasion de me retrouver nez à nez avec un véritable ovni comme les témoins.
Oui. par milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers dans le monde, l'ont été. Et en Par face, contre, vous avez été témoin direct de nombreux témoins. oui, oui, exactement. Ouais, j'ai fait des enquêtes auprès de personnes qui ont... Combien à peu près? Je dirais quelques dizaines, voire une centaine au D'accord. cours de ma vie, donc c'est très vieux. Et d'autre part, lors des conférences, on rencontrait toujours des témoins. Oui. Donc on discute avec eux après la conférence, évidemment. Et donc on a continuellement, si on s'intéresse au sujet, qui en fait une part active, on est baigné dans le problème des ovnis, du phénomène ovni, qui là, ma foi, n'a pas de solution, quoi. Vous avez publié sur vos rapports, vos enquêtes, vos rencontres? Je faisais une revue, pendant des années, j'ai fait une revue qui s'appelait donc tout d'abord Géos International, que notre ami a découvert. Après, j'ai publié la revue Les extraterrestres, hypothèses extraterrestres, pendant pas mal d'années, donc une revue qui était imprimée. Donc, et cette revue, on a arrêté à la fin, après l'affaire de Sergi Pontoise en 1979, parce qu'il y a eu un écroulement général de l'ufologie amateur à ce moment-là. C'est-à-dire que avant l'histoire de Sergi Pontoise, il existait une centaine d'associations s'intéressant au phénomène ovni en France. Il y en avait un peu partout. Et avec l'histoire de Franck Fontaine qui s'est dit enlevé, ayant été visiter d'autres civilisations. Enfin, donc il y a toute une histoire qui s'est révélée fausse, être fausse, lui-même l'ayant avoué, et ses compères également, l'ayant dit même sur les ondes de stations de radio, donc c'est incontestable. Moi ayant enquêté sur place dès l'observation, il y avait déjà un tas d'indices qui prouvaient que l'histoire n'était pas claire, que c'était faux tout ce qu'il nous racontait. Mais bon, j'ai été témoin aussi d'autres choses dans sa famille qui ma foi, voulait dire que c'était monté, quoi. C'était une histoire inventée, totalement inventée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des gens dans la famille le disaient. Oui, non, mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? La raison exacte, je ne pense pas qu'il l'ait déclaré, enfin je n'ai pas connaissance, mais c'est surtout pour une question de notoriété, de faire quelque chose. Ce sont des jeunes de banlieue qui faisaient les marchés, etc. Et puis un jour, ils ont dit pourquoi pas qu'on inventerait une histoire comme ça. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, il y a eu des bouquins non, ce n'étaient pas eux les auteurs, mais il y a eu tout un enchaînement. Voilà. Il y a eu tout un enchaînement commercial lié à ce sujet. C'était pas leur optique au départ. Bon, ils ont monnayé des interviews, etc. Et alors, ça n'allait pas plus loin. Dans votre longue expérience d'enquêteur, quels sont les quelques cas qui vous ont le plus marqué que vous... Un des cas, parmi les plus solides, c'est quand même le cas de Valençol, là qui a été enquêté notamment par la gendarmerie, mais qui a fait aussi l'objet d'enquêtes de responsables de la gendarmerie qui étaient intéressés par le sujet, qui s'est vraiment impliqué aussi sur ce cas. Donc c'est un cas qui est connu et qui jusqu'à maintenant n'a pas été remis en cause. C'est quelque chose de solide. C'est le cas le plus intéressant à ma connaissance. Après, il y en a d'autres. Il y a Trans-en-Provence aussi qui mérite intérêt. Et après, bon, j'ai pas tous les cas en tête. Ceux que mais vous après, avez il y a des cas vous-même, marocains. ces cas-là que vous citez, vous les avez vous-même rencontrés, les témoins? Dans le cas de Valençol, je n'ai pas rencontré Maurice Mas, mais je suis allé sur le terrain 2 ans après, discuter avec des gens du village, mais sans plus. D'accord. Sans plus, il y avait suffisamment d'informations à cette époque-là, et c'était inutile de refaire une enquête, d'embêter tout le monde pour mettre des choses à jour, quoi. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le travail des enquêteurs, justement on en parlait tout à l'heure, il est important de retracer uniquement ce que les gens nous décrivent. Il ne faut pas broder autour, comme c'est le cas dans certaines affaires. Et moi, je fais même relire le rapport
je fais relire le rapport aux témoins de façon à ce qu'il n'y ait pas de contestation possible après. Voilà, c'est un truc important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'erreurs dans des retranscriptions qui ont été retranscrites, sur lesquelles on a brodé, sur lesquelles ils ont inventé, et maintenant on a des observations, des cas qui sont abîmés en quelque sorte. Alors pour le cas de Valençol, ce que tu pourrais dire, c'est que toi tu y allais c'était assez récent puisque tu y allais en 67. Voilà, 2 ans après. 67. Alors que moi, j'ai fait ma démarche les mains dans les poches en sachant que je n'étais pas sûr de le rencontrer en 1995, en juin-juillet 95. Et c'est au Café des Sports où j'ai eu son adresse exacte. C'est Georges qui m'a dit, voilà, monsieur Mass habite là-bas. Et quand je suis allé chez lui, c'est sa femme Jeannette qui m'a reçu et que je lui ai expliqué et qui m'a laissé rentrer, qui a parlé. Et c'est après que j'ai rencontré Mass et au cinquantenaire sa fille. Mais bien sûr, c'est un cas ultra solide. Hein. Ça, y a pas de Oui, oui. Personnellement, je n'avais pas enquêté sur cette affaire-là, parce que mais il y a j'étais une encore question trop de jeune, non ouais, en plus. il y a une question de chance mais, hein, dans les enquêtes hein, aussi. Hein. Oui. Concours de circonstances. Hein. Oui, pour retrouver dans les cas d'anciennes observations, là, effectivement. Et puis être accepté. Il faut faire un travail où il y a la chance qui joue. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est sûr. Voilà. Et alors, Gérard, vous avez eu l'occasion de travailler de manière plus approfondie sur le Maroc. Vous pouvez nous résumer un peu ce qui s'est passé pour vous là-bas? De mon côté, j'ai passé 12 ans au Maroc. Hein. Et donc, dès mon arrivée, ou dans les mois qui ont suivi, j'avais décidé de faire un catalogue de tout ce qui avait été publié dans le monde sur le Maroc, sur les observations au Maroc. Et puis, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait des centaines de cas. Bon, j'ai mis à contribution à tous les correspondants. On m'a communiqué des observations à partir d'associations ou de correspondants que j'avais, de personnes, de chercheurs dans le domaine de l'ufologie, que j'avais aussi bien en Australie, en Argentine, au Canada, partout. Donc j'ai réuni, le nombre exact, je ne sais pas, mais il y a au moins 500 observations, sinon plus. Et ensuite, comme j'ai pas évoqué donc ce travail, j'ai demandé aussi qu'on me fournisse des observations éventuelles sur le Maroc, et donc j'ai été amené à découvrir un certain nombre de cas, et dont parmi ces cas, je dirais que là-bas, on ne peut pas travailler, un enquêteur, on n'est pas chez nous. Moi, je sais pas, quand j'étais au Maroc, j'étais prudent. J'évitais de mêler, si on peut dire, un peu trop des affaires de l'État. C'est quand même un pays qui est un petit peu plus sévère au niveau respect de la population et de sa population qu'on a en France. Et donc, on peut se retrouver avec des histoires facilement. Donc, déjà, je ne me mêlais pas avec les services officiels, la gendarmerie, etc. Parce que là, il est évident que j'aurais eu des soucis. J'aurais été tout de suite fiché, catalogué, et ça aurait pu déboucher sur des problèmes. D'ailleurs, un jour, un responsable d'une grosse société sur Marrakech était venu, parce qu'il avait entendu parler d'OVNI, puis ça semblait l'intéresser. Et puis, d'ailleurs, il m'avait mis en garde. Faites attention, vous n'avez pas le droit de faire d'associations telles que vous faites, des repas, de réunir des gens, etc. Donc je prenais un maximum de précautions. J'avais lancé les fameux repas ufologiques là-bas, mais bon, c'est pas du tout, les gens n'ont pas les moyens financiers, donc ne peuvent pas se déplacer, et donc ça fonctionne pas. Il faudrait aller chercher les gens. On se retrouve à 3 ou 4, c'est tout, donc ça, on ne peut pas dire que ça fonctionne. Mais par contre, bon, par ce biais, en faisant connaissance avec beaucoup de gens, j'ai pu récupérer disons, un certain nombre d'observations et de cas, même des cas intéressants, des observations d'objets à terre. Il y a un cas où c'était un fermier, vraiment dans un douar, hein, dans un bled, là, dans une maison en terre, hein, et avec une petite cour intérieure, et la maison donne sur comment dire, les cailloux, sur la plaine, quoi. Hein. Et là, je crois, si mes souvenirs, j'ai enquêté il y a longtemps, je n'ai pas revu ces observations depuis pas mal de temps, et je crois que c'est le chien qui a aboyé, qui a alarmé, et il a regardé par la fenêtre, et c'est là qu'il a aperçu un objet
avec un être qui se redirigeait vers cet objet. Un être à 1,20 m, enfin un être qui ressemblait vaguement à une personne terrestre, mais habillé différemment, et surtout un objet qui était sphérique, forme de ballon de rugby en gros, environ 2-3 mètres de haut, 3-4 mètres de long. Et l'être, il le voyait par la fenêtre, il est rentré dans l'objet, hein, et l'objet est parti à grande vitesse. Bon, c'est des cas comme ça que l'on trouve, qu'on peut trouver. Ça ressemble un peu au cas de Valençol, à d'autres affaires, Marlien notamment, et Marlien et puis Cussac, je veux dire. Cussac, Cussac, parce que Marlien, ils n'ont rien vu. oui, Et avec les traces au sol. Voilà, donc on retrouve les mêmes problématiques que l'on a en Europe, hein. Et pourtant, ces gens ne connaissent pas la civilisation, ils n'ont pas de télévision, hein. À cette époque-là, ils n'avaient rien, ils n'avaient aucun moyen de communication. C'était dans la campagne, perdu, comme si vous êtes en haut de la montagne, vous allez au souk qui est à 2, 3, 5 ou 10 km à côté, la seule sortie qu'ils ont. Et après, c'est un peu la famille qui viennent les voir, et c'est tout. Ils n'ont pas ils ont pas de communication à cette époque-là, hein. Et donc, ces gens-là ont pas été influencés. Ce qu'ils ont vu, ils décrivent ce qu'ils ont vu comme ils peuvent. Et là, on peut pas dire, ça peut être que sincère, ils n'ont pas inventé. D'autre part, la famille, généralement, ça n'a jamais été ébruité, puisque bon, ils vivent, ces gens, à cette époque-là surtout, ils vivaient plutôt en circuit fermé, et donc ils n'avaient pas l'occasion de discuter du phénomène OVNI qu'ils ne connaissaient même pas, ils ne savaient même pas ce que c'est. Eux, ils ont vu un bonhomme, un objet qu'ils ne connaissent pas, qui s'est envolé, etc., qui n'a aucun rapport avec un hélicoptère, un avion, tout ce qu'on veut, hein. Et donc, c'est tout, quoi, hein. C'est quelque chose qui tient debout. Et vous avez publié vos recherches, l'ensemble de ces recherches, ça fait l'objet d'une publication? Oui, déjà, c'est publié sous forme d'un ouvrage. Un livre? Mais voilà, mais c'est disponible aussi gratuitement sur Internet, hein. Vous avez le site qui s'appelle OVNI Maroc International, sur lequel on retrouve la totalité des observations du livre, plus ce que j'ai, plus un certain nombre d'observations, parce que le livre a été fait vers 2013, et moi j'ai bouclé en 2015, donc sur Internet vous trouvez encore beaucoup plus d'informations. Et le site il sort facilement, c'est OVNI Maroc International, et là vous avez C'est vous qui l'avez créé? l'information. Oui, ce site, c'est vous l'avez créé? Oui, là c'est un blog, c'est pas un site proprement dit. Et on retrouve de nombreuses pages avec toutes les observations que je connaissais. Vous avez voyagé de par le monde? Oui, je suis allé un peu partout, hein. Et vous avez enquêté en d'autres endroits? Par contre, non, je n'ai pas enquêté. J'ai voyagé à titre personnel, je Oui. veux dire. Mais au niveau enquête sur le phénomène OVNI, je n'ai pas enquêté autre part En France et au Maroc. Et au Maroc. Je suis au Portugal depuis presque 10 ans, et là-bas, bon, il y a le problème de la langue, et donc je n'enquête pas sur place là-bas. D'autre part, il existe un certain nombre Vous coupez parce que là, du coup, on l'entend. On va reprendre. Il existe un certain... On reprend juste avant parce que si Oui. je fais un montage, là, actuellement, et vous avez enquêté sur le Portugal? Non, au niveau du Portugal, non, je n'ai pas fait d'enquête sur place, c'est le problème de la langue. Je ne parle pas le portugais, hein, donc ça serait difficile. Puis d'autre part, il existe au Portugal un certain nombre de groupements, il y a des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI, donc il n'y a pas de raison non plus d'enquêter sur place. Ce qui n'était pas le cas au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas de groupe, le phénomène OVNI, je veux dire, les gens connaissent par la télévision française. Même la presse marocaine ne parle rarement d'OVNI. Et d'autre part, il m'est arrivé à 2 reprises d'avoir des contacts avec des journaux marocains, hein, ou des magazines, et rendez-vous tout prévu, annulé à la dernière minute. Donc on peut imaginer qu'il y a des instructions de façon à ne pas publier d'informations sur le sujet. C'est un sujet sensible, donc on ne s'y intéresse pas, on n'en parle pas publiquement.
Est-ce que c'est un sujet moqué là-bas? Est-ce que les gens se moquent des témoins? Il y a déjà, bon, il y a les gens donc, qui ont très peu de moyens, donc c'est la majorité du peuple. Alors ces gens-là, le seul problème pour eux, c'est manger. Donc le phénomène OVNI, s'ils en ont entendu éventuellement parler, s'ils regardent les télévisions françaises, parce que la télévision marocaine, j'ai jamais vu une émission sur le phénomène OVNI sur la télévision marocaine. Il faut qu'ils regardent au moins la télé française. Or, en général, ils ne comprennent pas le français, donc il y a très peu qui regardent, qui sont au courant, et donc pour eux, ils n'ont pas d'opinion vraiment, quoi. Après, il y a les gens qui connaissent, qui sont d'un autre niveau, qui sont plus cultivés, et là, ils entendent parler du phénomène OVNI, ça les intrigue, mais ils s'en moquent pas. J'ai jamais vu, parce que dans ma vie de tous les jours là-bas, ils m'ont vu dans certaines émissions à la télévision française, et donc, après, évidemment, ils me parlent. Ah, vous avez vu, ouais, c'est quoi, etc. Donc, ils sont curieux, mais ils ne se moquent pas du phénomène à ce niveau-là. Vous avez eu l'occasion de vous intéresser aux ovnis d'Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de témoignages là-bas aussi. Oui, en Argentine et au Brésil, il y a beaucoup mais je ne me suis jamais penché vraiment sur ces cas. Mais je sais qu'au Brésil, c'est là où il y a encore beaucoup plus qu'en Argentine. Et il y a beaucoup de groupes, et il y a des revues ufologiques qui sont diffusées jusqu'à 35 000 exemplaires, ce qui n'est pas le cas en France. Une revue ufologique en France, 1000, 2000 exemplaires, ça a été 5000 maximum à la meilleure période, si on peut dire. Mais à l'heure actuelle, ça ne fonctionnerait même pas une revue, ou difficilement, puisqu'il y a très peu de gens qui s'intéressent vraiment au sujet. De là à régulièrement, je veux dire, prendre de l'information, aller éventuellement enquêter, etc. Donc, c'est difficile. Par contre, au Brésil, on s'aperçoit que bon, il y a déjà des centaines de groupes, hein, il y a beaucoup de groupes là-bas, il y a des gens actifs, il y a beaucoup d'ouvrages sur le phénomène OVNI, et il y a beaucoup d'observations, évidemment, qui en découlent, et des revues à fort tirage par rapport à ici. Donc l'Amérique, le Brésil, oui, il y a beaucoup de cas là-bas, il y a des cas intéressants, je dirais similaires à ce qu'on a en Europe, hein, en France au moins. En Argentine, c'est différent. En Argentine, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus proche de la France. J'ai dit quand je suis allé en Argentine il y a quelques années, j'ai rencontré tous les principaux acteurs du phénomène OVNI qui étaient en Argentine. J'ai fait le tour du pays, et donc via les cafés ufologiques, qui sont les petits frères des repas ufologiques, créés en Argentine, hein, par un professeur comment dire, de Buenos Aires, M. Morales, et dans à peu près toutes les villes, dans un certain nombre de grandes villes d'Argentine. Et donc par ce biais-là, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'ai connus il y avait 30-40 ans auparavant. Même le docteur Renezo, qui est malheureusement décédé depuis, m'a ressorti une lettre que je lui avais faite en 1974 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment plus proches de chez nous. Ce sont des groupements qu'il y avait en France. Donc après, ils ont fait les repas, les cafés où ils se réunissent comme les repas. Ils sont dans toutes les villes, mais il y a quelques auteurs, quelques personnes qui ont écrit des ouvrages où ils relatent un certain nombre d'observations. Il n'y en a pas autant que, je pense, moins qu'en France, mais il y a des cas intéressants également. On trouve un peu la même philosophie par rapport à ce qui se passe en France, aux États-Unis, etc. J'imagine en moins grand nombre, je pense. J'imagine que au fil des années, des décennies, vous avez dû rencontrer des ufologues de renom. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont marqué plus que d'autres? Est-ce que vous avez vu, on parlait de Jimmy Gueux, on parlait d'autres. Est-ce que vous en avez rencontré des... Ouais, je dirais que à ce niveau-là, je connaissais à peu près tout le monde, hein. Tous les grands aux États-Unis, la majorité, je les connaissais. En Australie,
en Nouvelle-Zélande, en Argentine, je suis allé en Argentine, je suis allé donc au Brésil, j'ai rencontré deux, trois personnes, mais dans le monde entier, je connaissais beaucoup de gens. Donc vous avez Donc connu, j'en ai rencontré beaucoup, lorsque j'ai organisé avec donc dans le cadre des repas ufologiques, les rencontres de Châlons-Champagne 2005, c'était une rencontre européenne, il y avait quand même plus de 10 000 personnes. Bon, il y avait 200 journalistes sur place, une centaine de journalistes sur place qui ont retransmis l'info. C'était un truc important. en quelle année? En 2005. 2005. Alors à l'origine, on le souhaitait même pas, on le souhaitait pas. On pensait pas que ça aurait pris une proportion comme ça. Et alors dans ces... France Info, tous les heures, ils diffusaient de l'information. Europe 1, j'étais à tous les journaux d'Europe 1, j'étais invité à parler de ce qui se passait, etc. Donc ça a été un gros truc. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes de l'étranger qui sont venues spécifiquement aux rencontres. Et puis il y a aussi les repas ufologiques. Il y a pas le repas que j'organisais donc sur Paris, ce qui m'a permis de rencontrer à peu près, je dirais, tous les gens qui venaient de l'étranger en France, hein, tous les Américains, de Brésil, un peu partout, de Russie, de partout. Hein. Ces gens-là, s'ils s'intéressaient aux ovnis, ils passaient au repas ufologique. Boris Donc, Chourinov, il est venu, non? oui, j'ai rencontré aussi. Ouais. Exactement, mais... Vous avez connu Aimé Michel? Non, je l'ai jamais rencontré, j'étais trop jeune à ce temps-là. D'accord. Oui, Et il est décédé. Inec, avant. pareil alors, vous ne l'avez pas connu? Inec, non, non, c'est... Ouais, pareil. Si ça serait après, oui, il serait venu en France. Et Jean-Claude Bourré? Oui, Jean-Claude, je connais bien, il n'y a pas de problème. Oui, c'est tous les gens qui ont écrit des ouvrages qui après ça avant 2010 en gros, je connaissais tout le monde quoi. Jimmy Parce Gueux? que dans le cadre des repas ufologiques, tout le monde venait faire la promotion de leurs bouquins pour les auteurs. Après les chercheurs et tout ça, bon, ils voulaient nous rencontrer, voir comment ça se passait. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, hein, on a eu pendant plus d'une année une personne qui faisait le voyage tous les mois en avion, donc de Chicago